On part à l'aventure ce matin, ou plutôt on va revenir sur une aventure folle, hors norme, près de 150 jours en pleine Amazonie, du Brésil jusqu'au Pérou en passant par la Colombie, une traversée racontée dans un livre, L'Amazonie à cœur perdu, vers d'aventure, publié au mois de novembre chez Eddy Livre. Pour en parler, nous sommes ce matin avec son auteur Gilles Bordenave. Bonjour. Bonjour Victor. Merci Bonjour beaucoup d'avoir accepté notre invitation et d'être à notre micro ce matin pour finalement raconter ce que vous avez vécu. Il y a peu de personnes qui vivent ce genre d'expérience au cours de leur existence. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu voyager, nous raconter un moment particulier, une sensation unique, à savoir celle de se retrouver comme ça en pleine forêt, seul? Est-ce qu'il y a un moment précis qui vous revient en tête lorsque vous repensez à cette traversée? Alors des moments précis, il y en a plusieurs. Mais c'est vrai que les plus marquants ont été la gente féminine qui ont su à plusieurs reprises m'aider, me sauver la vie. Parce que bon, j'ai été malade à plusieurs reprises. J'ai contracté la malaria. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans l'Amazonie, en fait, il y a beaucoup de passages. Donc c'est comme un gruyère. Donc il y a beaucoup de traversées sur voie fluviale, en pirogue, etc. Donc j'ai rencontré ces gens-là, notamment des Péruviens pêcheurs et des Amérindiens. Et la gente famille m'ont apporté leur soutien, oui. Oui, vous étiez seul pour faire cette traversée, mais finalement, vous n'avez pas passé 150 jours en solitaire, comme un marin, par exemple, qui va traverser je ne sais quel océan et qui va croiser quasiment personne durant une longue période. Là, vous avez été amené à voir plusieurs personnes. Alors, j'ai présenté vaguement votre périple que vous avez fait du Brésil au Pérou. Ça représente combien de kilomètres à peu près et de quelle manière, surtout, est-ce que vous vous êtes déplacé ? Alors, nombre de kilomètres, je n'ai pas calculé à vrai dire, parce que bon, mon parcours est assez aléatoire, puisque je n'ai pas de GPS. Donc mes aventures suivent un concept un peu particulier. Donc je n'utilise pas de téléphone satellite, pas de GPS, donc j'ai pas d'assistance, donc je peux compter que sur moi-même. Pour quelle raison ? Bonne question, j'ai toujours voyagé comme ça. C'est la recherche de sensations fortes ou pas particulièrement ? Non, pas particulièrement, c'est plutôt la découverte des zones non habitées. Voilà, des zones isolées, et par le passé j'avais effectué des traversées à travers le Sahara occidental, quand j'ai vécu en Afrique, donc ce qui m'a donné le goût peut-être de l'aventure. Et par la suite je me suis lancé dans les forêts européennes et dans la forêt guyanaise. Donc j'ai eu le premier coup de foudre en 2007, et ce qui m'a amené par la suite à découvrir l'Amazonie. On reviendra justement dans quelques minutes sur les traversées que vous avez faites. Il y en a eu plusieurs que vous avez faites en Guyane, du coup du Brésil jusqu'au Pérou, avec un tracé qui n'était pas linéaire. Et vous êtes parti d'où précisément pour arriver jusqu'où précisément ? Alors je suis parti de Macapá jusqu'à Manaus. Donc cette partie-là, je ne la trouvais pas intéressante de la suivre en solitaire, parce que c'est un grand boulevard, cette Amazone. Donc, et les à côté, c'est urbanisé, donc c'était pas très intéressant. Donc j'ai suivi en fait un petit peu... j'ai pris un bateau commercial, c'était un petit peu du tourisme local, et c'est à partir de Manaus que j'ai commencé à vivre mon aventure. Donc là je suis parti en solitaire, côté est de l'Amazone. Le seul repère que j'avais, c'était le fleuve Amazone sur ma gauche, à l'ouest, mais qui était à des centaines de kilomètres. Donc voilà, j'ai suivi le Rio Negro, j'ai fait quelques parties sur voie fluviale, donc j'ai troqué un petit peu, j'avais prévu. J'avais troqué mes lampes frontales pour une pirogue, ensuite j'ai revendu, etc. Et c'est cette partie-là, entre Manaus et Iquitos au Pérou, c'était la période la plus longue en solitaire. Là j'ai passé plus de 40 jours sans rencontrer personne, mais au fil du temps, j'ai, notamment en Colombie, j'ai eu des soucis. Je suis tombé sur peut-être un village narcotrafiquant, D'accord. Je ne sais pas trop quoi, mais j'ai eu pas mal de problèmes là-bas. Vous avez eu peur à ce moment-là, je suppose ? J'ai été arrêté, j'ai été emprisonné quelque part. D'accord. Pendant 4-5 jours. Ça n'a pas duré longtemps, mais je ne voyais plus l'issue. En fait, Et comment ça s'est terminé finalement ? Comment est-ce que vous avez réussi à en sortir ? En fait, ils m'ont fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu, que je suis tombé sur un endroit où il ne fallait pas venir. Donc ils m'avaient confisqué mes affaires, mes sacs. Ils m'ont enfermé dans une grotte. Et au bout de 3-4 jours, finalement, j'ai pénétré au fond de la grotte. Il y avait une cavité, une petite sortie. Et comme par hasard, mes sacs étaient déposés au pied d'un arbre. Donc j'ai compris que c'était un signe de... Il faut y aller maintenant. Il faut y aller, vas-y, va-t'en, on va plus te revoir.
Donc ça veut dire en fait quand on pense à une traversée en solitaire comme ça en pleine Amazonie, on pourrait avoir tendance à croire que les risques viennent de la nature elle-même et des petits soucis physiques aussi qu'il peut y avoir, parce que physiquement ça doit être quand même très éprouvant, mais les principaux risques finalement ce sont ceux qui concernent les autres êtres humains. C'est ça. Pour moi le danger le plus pertinent c'est l'être humain. Oui. Et bon, ensuite viennent les blessures, parce que dans ce genre d'aventure, bon voilà, je suis seul. Ne serait-ce qu'une simple entorse, pour moi l'aventure est finie. Et dans les conditions dans lesquelles je me trouve et l'endroit dans lequel je me trouve, je ne peux plus revenir, quoi. Donc voilà. D'où la longueur aussi de mes aventures, c'est que je ne vais pas vite. Donc je ne marche pas la nuit, je prends beaucoup de précautions. Bon, mes voyages ne sont pas préparés, ça c'est sûr, mais voilà, je prends beaucoup de précautions et voilà, j'y vais doucement, j'avance. Mais il ne faut pas lâcher, quoi. Quand vous dites qu'ils ne sont pas préparés, ça veut dire que vous ne savez pas exactement par où vous allez passer, mais je suppose que physiquement, en amont, avant de partir sur le terrain, entre guillemets, il doit y avoir quand même une petite préparation physique pour être prêt à affronter cette longue randonnée. Alors, petite préparation, oui, mais vraiment petite. Parce que voilà, je n'ai pas une corpulence d'un militaire de carrière, par exemple. Donc, par exemple, pour le poids de mes sacs, il est limité à 18 kg maximum. Je peux pas, comme Mike Horn par exemple, je peux pas porter 35-40 kilos. Voilà, j'ai pas de logistique avec moi, c'est vraiment le strict minimum. De quoi manger, de quoi boire? Très peu, non. Très peu. Vous vous nourrissez finalement sur place? Voilà, sur place. Ouais. J'ai quand même trois plats lyophilisés. Je me garde en réserve extrême, ce qui m'a permis de les utiliser d'ailleurs, parce qu'à un moment donné j'ai contracté la malaria et j'ai été bloqué. Enfin, j'étais en tout cas dans mon hamac pendant 3-4 jours. J'ai pas bougé, donc je pouvais pas ni pêcher ni chasser, rien. Donc c'était un peu compliqué. Mais voilà, sinon, voilà, mon concept, il est un petit peu particulier, c'est surtout psychologique. Ça, oui. Ça, c'est ne rien lâcher. De toute façon, ça fait partie de ma personnalité. J'ai un ego, je suis orgueilleux, j'ai beaucoup de fierté, donc je ne peux pas me dire j'abandonne, je reviens. Non, il faut que je termine. Pas de GPS et pas de boussole, vous l'avez dit, en solitaire également. Du coup, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que vous avez fait pour vous repérer comme ça en pleine nature? Alors, je ne me repère pas, j'avance. Je me repère au niveau de la distance, donc ça c'est assez facile. Par exemple, je recueille des feuilles d'arbres, et tous les 100 pas, j'en prends une. Donc je sais à peu près combien de kilomètres j'ai fait, combien de centaines de mètres j'ai fait, mais c'est assez aléatoire. Concernant la direction, de toute façon, dans ce genre d'aventure, je pars d'un point A pour aller à un point B, sachant que ce point B, il a une frontière. Donc là, de toute façon, le point B, c'était les montagnes. Mmh. Donc, et puis j'ai rencontré des gens, donc je parle pas exactement je perfectionne pas la langue espagnole par exemple, ou brésilienne, portugaise, mais voilà, je fais des dessins, je demande, bon, j'arrive à m'orienter. Mais c'est vrai que c'est très 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 aléatoire. Vraiment, en fait, l'idée, c'est de se dépouiller, entre guillemets, de tout ce qui nous constitue en tant qu'être occidental, avec énormément de technologie, avec des cartes, avec des GPS, et de se retrouver seul face à soi-même et face aux gens qu'on va être amené à rencontrer durant sa traversée. C'est ça, tout à fait. Je trouvais pas, en fait, je trouvais pas intéressant de partir comme ça à l'aventure, même en solitaire avec un GPS, par exemple, un téléphone satellite. Je vois pas l'intérêt. Tout le monde peut le faire, en fait. Donc je ne dis pas que ce que je fais, personne ne peut le faire, mais voilà, c'est un challenge que je me lance une fois tous les 5 ans à peu près, parce que voilà, hormis l'aspect physique, l'aspect aussi psychologique est important, et à l'issue de chaque de ces aventures, il me faut à peu près 12 à 18 mois pour m'en remettre. Parce que bon voilà, en tout cas sur cette aventure-là, j'ai côtoyé la folie, oui. J'ai été limite d'ailleurs de perdre la tête. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe dans sa tête dans ces moments-là? Écoutez, il y a la fatigue, les blessures. Après, je ne sais pas où je suis. Je me remets en question. Pourquoi je fais ça? Voilà. Des fois, je passe des périodes où je n'arrête pas de glisser, de faire des chutes. Il pleut. Donc là, je me ressasse des images de ma vie, donc ma famille, mes amis, etc. Et je me dis, mais pourquoi? Quelle était ton idée de partir en vacances dans ces conditions-là? Donc voilà, je me remets en question, puis je me blesse, voilà, puis je doute aussi, et je commence à parler seul, parce que je me dis, mais où je suis, s'il faut, je suis au Venezuela, enfin, je ne sais pas où je suis en fait. Donc il faut continuer jusqu'à ce que j'arrive à un but bien précis, ou du moins ça, une grande agglomération qui me permettra de savoir où je me situe, mais voilà. Psychologiquement, c'est très difficile. Parce que vous l'avez dit que vous voyagez du coup seul. Est-ce que ça vous est aussi arrivé de voyager avec d'autres personnes et finalement, en quoi est-ce que c'est différent entre ce que vous faites et ce que vous avez fait et des traversées finalement qui ne sont plus solitaires, qui sont en compagnie d'amis à vous par exemple?
Alors, j'ai tenté l'expérience une fois de partir avec des amis. Donc, c'était en Guyane, sur Saül. On a voulu faire un petit test de 8-15 jours pour leur faire découvrir un petit peu mon concept. Et effectivement, c'était un échec total, puisqu'au bout du 5e, 6e jour, il y a eu des tensions dans le groupe. Certains qu'on croyait physiquement forts, finalement, n'ont pas été résistants du tout. Parce que c'est vraiment la donnée psychologique la plus importante dans ces moments-là. On a beau être sportif et préparé à la randonnée, si on n'est pas habitué à se retrouver comme ça en pleine forêt, ça peut ne pas passer. Oui, tout à fait. Et puis il y a l'aspect alimentaire aussi. On l'avait vu, je crois, il y a quelques années dans l'émission Koh-Lanta, si je peux me permettre de le citer, où il y avait des sportifs de haut niveau face à des candidats lambda, mais les sportifs de haut niveau n'ont pas tenu, parce que le corps n'est pas habitué, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas... c'est très compliqué. Et l'aspect psychologique aussi. Normalement, il est censé y avoir une cohésion quand on part, mais il faut vraiment qu'on se connaisse depuis plusieurs années. Mais j'ai un but bien précis d'ici 2-3 ans, c'est de partir en binôme. Ça, je veux vraiment le faire. Pas en Amazonie, bien sûr, mais sur un décor. Notamment peut-être en Bolivie ou au Chili, sur des grandes plaines inhabitées. Oui. Ça, j'ai envie de le tenter, oui. Et l'idée même de ce livre, de ce récit, elle vient d'où? Je suppose que vous avez dû être fortement influencé par toute la littérature de voyage, Sylvain Tesson, en passant par Nicolas Bouvier. Il y a beaucoup d'aventuriers, d'écrivains voyageurs qui ont raconté, qui ont écrit sur leurs expéditions. Pour quelles raisons est-ce que vous avez eu besoin finalement de le faire vous aussi? Après tout, ça n'aurait pu être qu'une expérience personnelle. Pourquoi est-ce que vous avez voulu comme ça la partager à d'autres personnes? Alors, j'ai jamais voulu écrire de récits sur mes aventures. J'ai toujours des petits carnets de notes. Je prends des notes, c'est vrai, sur toutes mes aventures. Mais celle-ci, elle a été assez exceptionnelle dans le sens où j'ai côtoyé la mort de très près. Pour pas le cacher, j'étais malade. Il m'est arrivé beaucoup de rencontres, beaucoup de mes aventures et de belles rencontres. Et donc, mon entourage m'a poussé à écrire, en tout cas, à en tirer un récit. Pour sortir ce que vous aviez en vous et ne pas que ça vous emprisonne. Voilà, tout à fait. Bon, ça a été une autre aventure, parce qu'il m'a fallu 3 ans et demi d'écriture, donc voilà, je suis pas... Oui, parce que cette traversée de l'Amazonie, c'est en 2016 d'accord. Donc il y a eu quand même 3 ans et demi d'écriture. Ouais. Et avant cette traversée de l'Amazonie, vous aviez évidemment déjà mis les pieds en Guyane, vous aviez il y a quelques années et à plusieurs reprises sillonné la Guyane, très loin du littoral évidemment. C'est quoi la différence entre ces treks-là que vous avez fait en terre guyanaise et celui dont vous nous parlez depuis tout à l'heure? C'est identique. Oui. Totalement identique. On rencontre, d'ailleurs, je le précise, je le décris un petit peu dans le récit, la problématique que j'ai rencontrée en Amazonie est la même qu'en Guyane. Donc c'est le déplacement des peuples amérindiens, par exemple, par rapport à la civilisation, c'est exactement la même chose, la déforestation également, leur paillage. En fait, c'est exactement la même problématique. Le même décor, c'est exactement, il n'y a que la langue qui change. Donc, et la durée. Donc c'est vrai que sur les différents treks que j'ai fait en Guyane, bon, je réside en Guyane depuis 15 ans, mais j'avais commencé mon premier trek en 2007. Et donc, c'était pour rejoindre des villes comme Maripasoula, Saül, ou Maripasoula, Antecompata, Camopi, etc. J'en ai fait 3 ou 4 comme ceci sur une durée de 20-25 jours. Mais sur le concept, en tout cas, puis de manière psychologique aussi, on est rassuré, parce qu'on est en Guyane, je me dis, dans tous les cas, je vais retrouver soit l'Oyapock, soit le Maroni, donc voilà. Oui, même si on se perd, au final, on finit par arriver, on finit par toucher un fleuve. Et du coup, c'est en venant ici, en Guyane, que vous avez eu l'idée ensuite d'entreprendre une traversée, on va dire, un petit peu plus ambitieuse, une vingtaine de jours en Guyane. Là, on est sur quasiment 150 jours en pleine Amazonie. Le gap entre les deux, c'est quand même pas facile à franchir. Alors, j'avais pas d'idée de faire l'Amazonie, donc voilà, j'ai travaillé. L'année 2015 a été très très compliquée. En tout cas, une grosse année sur le plan professionnel. Et j'avais envie de faire un break. Et je suis parti sur un coup de tête, vraiment. 10 jours avant de partir, je me suis décidé je dis je vais à Manaus et je déciderai sur place. Donc j'ai préparé un petit sac et puis j'ai prévenu personne de ma famille, bien sûr, comme à chaque fois. Et voilà, je suis parti à l'improviste. Et après, le retour à la civilisation, une fois qu'on a passé 150 jours, donc quasiment une demi-année en pleine forêt et seul, comment est-ce que ça se passe, le retour avec sa famille, avec ses proches, avec le travail aussi? Alors ça a été surtout avec le travail, parce que ma famille est en hexagone, donc voilà. Mais c'était très difficile, parce que pendant 5-6 semaines, je ne suis pas sorti de chez moi. Je n'ai pas voulu reprendre le travail, donc j'y suis allé en douceur, parce que le choc, il est assez compliqué. Et d'autant plus c'est assez étrange comme réflexion, mais le fait d'être revenu, ça m'a remis en question, mais j'avais envie de repartir en fait.
Je voulais tout de suite. Tout de suite. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une espèce de décalage entre soi et les autres. On se dit, en fait, ma place, elle est là-bas. C'est ça, exactement ça. Autant quand je suis parti sur cette aventure, bon, il y a plusieurs phases. Il y a les 10 premiers jours où c'est assez excitant, exaltant, voilà, on a envie de le faire. Et après, il y a la deuxième phase qui dure à peu près peut-être 2-3 semaines où on a envie de partir, on a envie de tout plaquer parce que c'est difficile, c'est dur, on se remet en question. Mais malgré cette deuxième phase, une fois qu'on est revenu sur la civilisation, entre guillemets, on a envie de repartir. Parce qu'il y a des rencontres que j'aurais envie d'élargir, d'approfondir, des paysages que j'aurais envie aussi de faire découvrir, oui. Parce que bon, je pars sans aucun moyen, sans matériel moderne, donc j'avais pas de caméra, j'avais pas de téléphone, enfin j'ai juste un téléphone pour prendre 2-3 photos, mais voilà, j'aurais bien voulu faire partager en tout cas ce que j'ai vu, qui j'ai rencontré. Ouais. Parce que là, depuis tout à l'heure, on a aussi parlé, lorsque vous faisiez votre traversée, évidemment de sensations fortes, on va dire de moments forts, des rencontres fortes que vous avez pu faire, mais je suppose aussi que la plupart du temps, il doit y avoir une certaine forme d'ennui à marcher et à ne pas voir grand-chose finalement qui viennent marquer un petit peu notre quotidien. Effectivement, j'ai rencontré cette période-là sur le Rio Negro. Donc là, j'étais parti en pirogue à la pagaie. Et pendant presque 25-26 jours, en fait, je ne voyais pas de faune. Voilà, c'était désert, en fait. C'était monotone. J'avais déposé des pièges pour la chasse et aucun gibier, enfin rien. Du coup, cette période-là était difficile parce que je ne voyais pas d'intérêt, en fait, voilà, c'était pas... Il n'y a pas d'activité, en fait. Oui. Donc, pas de passage humain, entre guillemets, pas de faune, pas de rien. Donc c'était assez compliqué. Mais dans l'ensemble de l'expédition, c'est assez exaltant parce que, de toute façon, dans ma tête, il y a ce challenge. Il faut que j'arrive, il faut que je termine. Donc en fait, c'est ça qui vous permet de tenir. C'est vraiment l'envie d'aller jusqu'au bout, alors que le quotidien, il est quand même compliqué compliqué à gérer. Et est-ce que psychologiquement, on en vient aussi à penser des choses, à avoir des pensées, je ne sais pas, particulières, qui ne nous viendraient jamais en temps normal lorsqu'on est dans sa maison, son appartement, en compagnie d'autres personnes? Qu'est-ce que ça produit en soi? Pour ma part, j'ai eu quelques pensées un petit peu étranges. Bon, toute celle qui me vient à l'esprit, c'est à un moment donné, j'avais le moral au plus bas et j'avais décidé de me laisser mourir sur place. Donc, voilà, j'en pouvais plus. J'avais perdu 12 kilos, donc déjà, physiquement, je suis pas costaud. Et donc, voilà, en plus, à un moment donné, aux portes du Pérou, donc à la cordillère des Andes, j'avais fait appel à un âne porteur, justement pour transporter mes affaires, que j'avais troqué avec des lampes frontales toujours. Et cet âne, en fait, m'avait lâché. Et voilà, il m'avait laissé tomber. Donc là, tout seul à gravir les petits monts, voilà, j'étais à 2000-2200 mètres d'altitude. Et là, franchement, voilà quoi. Et pas un endroit pour poser le hamac, donc j'avais pas de tente, j'avais rien, donc je dormais à même le sol. Donc là, et pourtant, j'étais à l'issue de l'aventure, mais je savais pas, en fait. Je savais pas où j'étais. Donc je me suis remis beaucoup en question et des fois j'avais envie de m'endormir et de rester là, quoi. Et du coup le retour, on va dire, de l'envie et du courage, entre guillemets, comment est-ce qu'il revient, comment est-ce que ça se produit? Par la peur. Ouais. Parce qu'on a une conscience de soi au bout d'un moment qui finit par arriver et se dire qu'est-ce que tu es en train de faire, il faut absolument que je me reprenne en main. C'est exactement ça. Et ça dure combien de temps du coup, ces moments comme ça de bascule? 2-3 jours. Ouais, 2-3 jours, pas plus. Hein. Parce qu'après, bon, il y a il y a cette envie de survivre qui revient, qui est là, donc il faut vraiment que j'arrive à un but ou en tout cas à un point précis qui me permettrait de savoir où je suis, qui me permettrait d'avancer. Tant que j'ai pas ce repère-là, en fait, on est perdu. Des fois, je peux tourner en rond, je sais pas où je suis en fait. Donc c'est assez compliqué. Et après, la notion même du temps qui passe, autant vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas non plus dans une grotte. Parfois, il y a certaines personnes qui font des immersions complètes pendant plusieurs semaines dans le noir total. Là, la notion du temps, elle est vraiment particulière. Là, vous étiez en pleine forêt, c'est pas la même chose, mais je suppose que jour après jour après jour après jour, est-ce que vraiment le temps passe de la même façon, de la même manière que lorsqu'on est en ville et qu'on est habitué finalement à avoir l'alternance des semaines, des week-ends et des mois? Si, il y a une routine qui s'installe, hein. Si, parce que bon, le matin, voilà, je me lève à peu près à la même heure. Je sais que j'ai un temps de marche qui est limité jusqu'à 15 heures, parce qu'après la nuit tombe assez vite, il faut installer le bivouac, etc. Donc c'est une routine permanente et
Ouais, votre prochain voyage, et ce sera ma dernière question, il est déjà prévu, vous savez exactement où est-ce que vous allez aller? Alors, il est prévu mais pas préparé. Oui. J'ai envie de traverser le Chili et la Bolivie. Ouais. Avec une date ou pas encore? C'est pas prévu encore pour 2022, l'année prochaine. 2022 l'année prochaine. Eh bien, écoutez, on vous réinvitera du coup après cette nouvelle expédition. Merci beaucoup Gilles Bordenave d'avoir été avec nous ce matin pour présenter cette aventure et ce livre, je le rappelle, l'Amazonie à cœur perdu, vers d'aventure, publié il y a quelques semaines maintenant, au mois de novembre chez Edilivre. Merci encore, bonne journée. À vous.